journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. L'enclave espagnole de Ceuta, l'une des deux frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique, a été le théâtre de violences. Une centaine de migrants l'ont franchi en escaladant la clôture qui sépare Ceuta du Maroc. 7 agents de sécurité ont été blessés. Ils ont été brûlés par de l'acide et de la chaux lancés par des migrants. Nous y reviendrons dans ce journal. La chasse au plastique non biodégradable au Bénin, une loi votée pour l'interdire est entrée en vigueur au mois de juillet. Mais le combat est loin d'être gagné. Des activistes se mobilisent pour sensibiliser les populations sur les dangers du plastique. Notre correspondante Emmanuelle Sodji a suivi l'une d'entre elles. Reportage dans un instant. Enfin, ces images d'animaux qui souffrent de fortes chaleurs, ça se passe aux eaux de Gizeh en Égypte. Les employés font de leur mieux pour les rafraîchir, mais le site reste très critiqué. Les détails à la fin de ce journal. Les 6 mètres de la clôture qui sépare l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc ne les ont pas découragés. Une centaine de migrants ont pu la franchir et passer de l'autre côté. Plusieurs membres de la garde civile espagnole ont été blessés, brûlés par de l'acide et de la chaux que leur ont lancé les migrants. Nicolas Germain. Ils sont ivres de joie. Ces migrants africains viennent d'entrer en Europe. Certains arborent même le drapeau de l'UE. Une centaine a réussi à passer sur les 300 qui ont tenté d'escalader la clôture qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta. La clôture fait 6 mètres de haut et elle est hérissée de barbelés. Tout simplement, je remercie ma maman. Oui, c'est ça. Bonne chance à tous les amis qui sont derrière. Bonne chance mes amis. D'après les autorités espagnoles, les migrants ont blessé 7 membres de la garde civile et leur ont jeté des récipients remplis d'excréments, de sang et d'acide. Ici, ils arrivent au centre de migrants où ils sont salués par ceux qui s'y trouvent déjà. Depuis le début de l'année, plus de 3000 migrants sont entrés dans les deux enclaves selon l'Organisation internationale pour les migrations. De tels passages en force sont récurrents dans les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique. Elles font respectivement 19 et 12 km² et comptent moins de 100 000 habitants chacune. L'Espagne les contrôle depuis les 16e et 15e siècles, mais le Maroc les revendique depuis son indépendance en 1956. Et puis sachez que la crise des migrants en Méditerranée se poursuit. 2 corps ont été repêchés près des côtes maltaises alors que 68 personnes ont été sauvées de la noyade dans la même zone. Par ailleurs, 177 personnes secourues par un navire des gardes-côtes italiens attendent toujours d'être fixées sur leur sort. On en vient à la toute première apparition du pasteur Ntoumi depuis la signature des accords qui ont mis fin à la guerre du Poul en décembre 2017. L'ancien chef rebelle qui a rencontré dans son fief du Poul la commission qui supervise l'opération de ramassage d'armes a lancé un appel aux autorités. Il demande au gouvernement de lui apporter un soutien. Écoutez-le au micro de nos confrères d'RFI. On peut remettre une arme, mais la situation qui a provoqué qu'un tel prenne une arme, si on ne l'a pas réglé, finalement c'est comme si ce qu'on a fait, on était comme des animaux seulement qui se sont battus. Moi j'ai soumis un cahier de charges et j'ai besoin des réponses pour qu'on me réponde sur ce que j'ai soumis. J'avais dit, je viendrai à Mayama pour lancer le désarmement. Mais donnez-moi les moyens. Au Zimbabwe, l'opposition tente le tout pour le tout. Ce mercredi, le MDC, le mouvement pour le changement démocratique, a requis devant la Cour constitutionnelle l'annulation de l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa. Son leader, Nelson Chamisa, dénonce des fraudes et revendique la victoire. Ses avocats l'ont représenté à la Cour constitutionnelle pour faire part de ces irrégularités supposées. La plus haute instance juridique du pays doit rendre son verdict ce vendredi. Les précisions de notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. La journée avait plutôt mal commencé quand les avocats de Nelson Chamisa, qui venaient d'Afrique du Sud, n'ont pas pu entrer dans la Cour constitutionnelle car leur permis de travail n'était pas en règle. Mais finalement, la Cour constitutionnelle a eu une journée pleine de délibération. D'un côté, les avocats de Nelson Chamisa, qui ont énuméré les nombreuses irrégularités de la commission électorale. Des bureaux de vote qui ont compté double, aux erreurs de calcul, en passant par des bizarreries comme ces 16 bureaux de vote dont les résultats à la voix près sont exactement les mêmes pour tous les candidats,
C'est comme si, a expliqué Tabani Mbofu, un enfant, avait joué avec les chiffres. Mais l'éloquence d'un avocat pèse peu devant le manque de preuves, a rétorqué dans l'après-midi la partie adverse. Pour les avocats d'Emerson Mnangagwa donné gagnant à cette présidentielle, le gros problème, c'est que l'opposition a beaucoup d'allégations, elle a beaucoup de suspicions, mais elle apporte très peu de preuves. Le débat était filmé par la télévision nationale. Il a été retransmis sur bon nombre de réseaux sociaux. Et des millions de Zimbabwéens, de Dubaï à Johannesburg, en passant par Harare ou Bulawayo, ont suivi avec anxiété, car dans 48 heures, le sort de cette élection sera scellé. En Ouganda, alors que les réseaux sociaux se mobilisent pour la libération de Bobi Wine, chanteur et député de l'opposition, des centaines de personnes ont assisté à une messe pour la pop star. En prison depuis une semaine, Bobi Wine doit comparaître le 23 août pour possession illégale d'armes à feu. Son épouse, qui a pris la parole lors de cette messe, a affirmé que l'état de santé de son mari nécessitait une hospitalisation. La fête de la Tabaski au Sénégal, c'est aujourd'hui et elle a été marquée, entre autres, par le message de Karim Wade, fils de l'ancien président, opposant en exil au Qatar. Il a adressé au peuple sénégalais, il y a critiqué ouvertement le président Macky Sall. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les mots n'étaient pas très chaleureux. Il l'a qualifié, je cite, de beau parleur ignorant et incompétent. Il a également profité de l'occasion pour confirmer sa candidature à l'élection présidentielle de février prochain. Rappelons que son inscription sur les listes électorales a été rejetée par la Direction générale des élections début juillet. L'heure du renouveau écologique a sonné au Bénin. Le pays a déclaré la guerre aux sacs plastiques non biodégradables. Une loi votée au Parlement est entrée en vigueur début juillet, les a interdits. Malgré cela, la bataille est loin d'être gagnée. Certains en ont fait leur combat. C'est le cas de l'activiste Sandra Idossou. Notre correspondante Emmanuelle Sodji l'a suivie. Ce matin-là à Cotonou, dès le lever du soleil, Sandra Idossou réussit à entraîner dans son sillage près de 300 personnes, 5 fois plus qu'il y a quelques mois dans sa guerre au sachet. Mon Dieu, c'est dégueulasse. Nos municipalités doivent s'occuper de la propreté de la ville, mais nous, en tant que citoyens, nous sommes aussi responsables. Et donc aujourd'hui, il faut amener nos concitoyens à prendre leurs responsabilités en main pour dire que si Cotonou est sale, c'est aussi de notre faute. Franchement, je suis encore plus admirative par ce qu'elle fait. C'est la première fois que je participe à l'éco-running. Ça nous sensibilise, nous, en plus, parce que c'est une chose de l'entendre et c'est une autre chose de le faire et de le voir et de voir la quantité de plastique enterré et à déterrer dans la rue de Cotonou. Au point d'arriver, après 1h30 de ramassage, ce sont plus de 800 kilos de déchets plastiques qui sont collectés. Si on était plus nombreux, on aurait ramassé encore plus. Nos villes sont infectées de sachets plastiques. Depuis plusieurs mois, Sandra Idossou et son équipe de volontaires sensibilisent les populations contre les dangers des sacs plastiques. Leur priorité, les quartiers où l'état des lieux est critique, comme ici, dans cette commune frontière avec le Nigeria. Ici, les déchets empêchent l'évacuation des eaux. On a commencé ça il y a 10 mois, 11 mois. On se dit, bon, on ne va pas baisser les bras. Donc nous cotisons pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas toucher beaucoup de gens parce qu'on n'a pas les gros moyens. Nous ne sommes pas l'État et nous avons besoin de l'État. Je veux dire, c'est quand même leur responsabilité. En raison du manque d'appui financier, la militante privilégie ceux qui adoptent facilement des nouveaux gestes pour la survie de la planète. Rien ne peut changer sans l'implication des enfants. Le sachet tue et détruit notre environnement. Bravo! OK? Qu'est-ce que toi tu peux expliquer à papa? Il ne faut pas sacrifier cette génération. Il faut les amener petit à petit à comprendre que le sachet est dangereux pour leur santé. Élouée en langue locale pour maudire les sacs plastiques, la Béninoise aimerait que son pays en soit débarrassé, à l'image du Rwanda, où elle a vécu 10 ans, dans la capitale, la plus propre d'Afrique. Mettez-vous en cercle. Là, derrière. Il n'y a pas que les hommes qui souffrent des fortes chaleurs. Il y a aussi les animaux. Et c'est le cas en Égypte où les températures peuvent grimper au-delà des 40 degrés en période estivale. Aux zoos de Gizeh, le personnel fait ce qu'il peut pour rafraîchir les bêtes. Mais leurs efforts sont parfois vains en raison de la vétusté du site. Célia Caracena vous en dit plus. Cet ours brun cherche un peu de fraîcheur dans cette oasis installée dans son enclos. Son voisin, lui, se délecte de pastèques congelées.
Le personnel du zoo de Gizeh tente de soulager les animaux de la chaleur en cette période caniculaire. Le zoo est équipé de ventilateurs. Il y a aussi des étangs et des blocs de glace. L'endroit où les ours dorment est climatisé. Si les températures deviennent extrêmes, l'ours peut se balader à l'intérieur et à l'extérieur autant qu'il le souhaite. Le zoo de Gizeh n'en reste pas moins critiqué pour les espaces sombres et exigus réservés aux animaux. Certains ressemblent plus à des cages qu'à des enclos. Le site a ouvert au 19e siècle et avait alors pour but d'exposer la faune et la flore d'Afrique subsaharienne. 200 ans après, les installations sont toujours vétustes. Les animaux ne peuvent pas parler et nous dire leurs souffrances. Il faut absolument leur venir en aide. Nous, les êtres humains, nous devons être compatissants avec les animaux. Plus de 6000 animaux vivent dans ce zoo, le plus ancien du continent africain. Quelques progrès ont été observés ces dernières années, mais d'après de nombreux visiteurs, c'est loin d'être suffisant, notamment en matière d'hygiène. Des associations tirent la sonnette d'alarme et réclament plus de mesures pour le bien-être animal. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Myriam Mascarello.